Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon moment jusqu'à maintenant et bien profité de votre souper. Bonsoir tout le monde. Moi, avant qu'on commence, j'aimerais passer quelques mots parce que ça me touche vraiment. J'aimerais vraiment remercier parce que en tant que des diasporas, en tant que des immigrants, lorsqu'on voit que notre message est passé par... Si on a des événements pour la communauté iranienne, c'est pas mal normal. Et lorsqu'on a un événement si beau, si important, dans une communauté qui n'est pas iranienne, pour nous c'est une fierté parce qu'on pense que notre message est en train de passer et aller où là il est supposé. Alors, j'aimerais vraiment remercier du fond de mon corps mon ami Jean-Luc pour applaudissez s'il vous plaît Jean-Luc. Je sais qu'il a travaillé énormément sur cet événement depuis, je pense qu'un mois et 2 mois, même peut-être plus. Alors, il mérite vraiment un grand remerciement. Et j'aimerais vous remercier vraiment d'être présent ici et de nous avoir écoutés tout au long de cette soirée. J'espère que ce soit intéressant et pas ennuyant pour vous. Et j'espère qu'on puisse passer notre message. Je dis quelque chose rapidement. Nous, en tant que des diasporas iraniens, les immigrants, la communauté iranienne immigrée ailleurs au monde, nous nous donnons un mandat. Notre mandat est de passer, de faire le reflet aux voix de quelqu'un, de ceux et ceux qui n'ont pas de manière pour passer, pour faire entendre leur voix. Alors, ça fait partie de notre vie. Lorsqu'on a quitté, moi et ma conjointe qui est là, on a quitté l'Iran en 2015, ça fait 11 ans. À ce moment-là, on pensait que, parce que l'Iran est tout le temps en conflit, à ce moment-là, on pensait que, ok, on va aller dans un coin assez loin et on va être calme, tranquille. C'est pas le cas. C'est pas le cas. On est même plus préoccupé des fois que même ces gens qui sont en Iran, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un blackout, tout est fermé. Chaque jour, on se réveille en attendant une autre nouvelle, une mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, peu importe. Et ça fait mal. Mais ça nous fait du bonheur lorsqu'on voit que notre message est en train de passer. Merci encore une fois, merci d'être là. On a déjà écouté quelques vidéos. J'ai essayé en faisant un montage juste pour vous donner une idée générale de l'Iran, pour les artisans, pour la géographie d'Iran. Mais j'espère qu'on pourra aller plus loin ce soir dans notre présentation. Donc, l'Iran est toujours considéré toujours comme l'un des berceaux de la civilisation, en raison de son histoire très ancienne et tellement riche. Donc, c'est notre table de matière de ce soir. On parle beaucoup de choses. On parle de la géographie, on parle de la démographie, ensuite on va parler un peu du climat d'Iran et ensuite on va jaser des événements ou des périodes historiques les plus importantes avant et après la révolution 1978-79. Donc c'est pas facile de rapport de l'Iran dans une soirée, mais on essaie. C'est à toi. Oui. Géographie, je pense que la première question qu'on se pose lorsqu'on entend le nom d'un pays, c'est où?
ça se trouve où? Oui, c'est notre beau pays. Ça fait longtemps qu'on l'a quitté, mais c'est considéré quand même comme notre mère. Et chaque fois qu'on voit, chaque fois qu'on entend son nom, quelque chose change à l'intérieur de nous. C'est ici, l'Iran, en Moyen-Orient, si vous voyez ici, nos voisins sont... Avec l'Arabie Saoudite, on n'a pas de frontières. On est très proches, mais on n'a pas de frontières. Si on parle de frontières, c'est avec Irak, Turquie, Azerbaïdjan, Arménistan, on dit. Turkménistan, Afghanistan, Pakistan. Officiellement, ce sont nos voisins avec qui on a des frontières. Mais de toute façon, les pays du Golfe Persique, s'il vous plaît, de nommer Golfe Persique, pas du Golfe, et encore moins Golfe Arabique, s'il vous plaît, ça s'appelle Golfe Persique. Ça, c'est très très important pour nous. Comment, lorsque par exemple, M. Trump parle du Canada comme 51e État, ça me fâche. Hein? Pour nous aussi, si quelqu'un dit par exemple des fois dans la radio, on parle des pays du Golfe. C'est où le Golfe? Il n'y a pas de Golfe. Ça s'appelle Golfe Persique. Alors, oui, alors les pays du Golfe Persique sont tous nos voisins, mais les frontières officielles, c'est avec les pays que j'ai nommés. L'Iran, tantôt j'ai dit l'Iran était toujours en conflit. C'est pas pour rien qu'il est toujours en conflit, parce que sa position géopolitique est vraiment particulière. Tantôt, M. Eric probablement va en parler un peu plus détaillé, c'est pas ma spécialité vraiment. Mais par exemple, si vous voyez la voie de soie, ça fait des milliers d'années qu'il existait et ça passe au milieu de l'Iran. Ici, c'est presque la position actuelle de Téhéran, la capitale. À ce moment-là, n'existait pas Téhéran, mais sa position actuelle, c'est presque ça. Alors, c'est pour ça que ce pays-là est tout le temps au cœur de plusieurs conflits, parce que c'est comme un coin roux important de notre planète. Alors, c'est pour ça donc, que son histoire aussi, il y a de bons côtés aussi avec ça. Ça enrichit la culture et ça enrichit l'histoire, parce qu'on est tout le temps le milieu de passage vers nous. Oui, c'est un petit dans le fond cartographique pour savoir le fameux détroit Hormuz, c'est ici. Des fois, on est tanné d'entendre son nom, mais c'est juste tellement. Oui. C'est le Golfe Persique, la mer Oman, et c'est l'Iran. La mer que vous voyez en haut d'Iran, ça s'appelle la mer Caspienne, ou la mer de Mazandar. Cette madame vient d'à côté de la mer Mazandar. La mer Caspienne. Oui, c'est la conjointe de Farid. Ok, avant de tomber sur le sujet de climat, je dois mentionner quelques points clés. La première chose, au centre d'Iran, on a deux grands déserts qui s'appellent Kabir et Lut. Mais en parallèle, on a deux grandes chaînes de montagnes qui s'appellent Alborz et Zagros, qui changent la donne. Pourquoi? Comment? On va expliquer. Oups. Ok. C'est la carte, les températures maximales, annuelles maximales, et ensuite minimales. Comme vous voyez ici, au centre d'Iran, on a déjà mentionné, on a deux grands déserts. C'est-à-dire au côté sud d'Iran, peu importe sud-est, sud-ouest, on a pratiquement 4 saisons, toutes assez chaudes. Toutes assez chaudes. Et ensuite, le climat, il fait très lourd, parce que beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur, donc il fait lourd. Mais,
je touche rien. OK. Mais la première question de mon collègue, c'était toujours est-ce qu'il neige en Iran? Je dis oui, mais bien sûr, c'est pas comme ici au Québec. Grâce à deux grands chaînes de montagnes que j'ai déjà mentionnées, chaque hiver, il neige, bien sûr. OK. On a les forêts hircaniennes. Si je reviens dans la page précédente, ici, la chaîne de montagnes Alborz, c'est ici, et la mer Caspienne est là. Donc, la montagne Alborz agit comme un barrage. Okay? En bloquant le passage d'humidité, donc on a les forêts hircaniennes. Mais c'est quoi? J'ai demandé mon ami ChatGPT, je parle, pour comparer l'Amazonie et les forêts hircaniennes. Et la réponse était choquante pour moi. Les forêts hircaniennes sont 5 fois plus anciennes que l'Amazonie. Autrement dit, ce sont les fossiles vivants. Mais d'un autre côté, au sud des chaînes montagnes Alborz, on a un grand désert de Lutz. Le point le plus chaud surface, c'est le désert Lutz. 70 centigrades sur le terrain. J'imagine qu'on peut faire un omelette ou quelque chose. D'un autre côté, on a la neige, on a déjà discuté, mais bienvenue sur l'île d'Ormuz. C'est tellement coloré, tellement coloré. Si vous cherchez le nom Hormuz Island sur Internet, vous serez choqué. Sans doute, sans doute. C'est à côté de détroit Hormuz, c'est pour ça que le détroit, ça s'appelle Hormuz. Je passe des images. OK. Pour les ressources naturelles, je vais accélérer un peu. En 2024, l'Iran était le deuxième producteur de pétrole brut dans les pays de membres OPEC. Ensuite, après Venezuela, après l'Arabie Saoudite et le Canada, l'Iran a la 4e place pour le pétrole. Ensuite, la 2e réserve de gaz mondiale, j'imagine après la Russie. On a plusieurs autres ressources naturelles, autres mines, comme le charbon, le chrome, le lithium, manganèse, zinc et gypse. Mais la partie plus délicieuse, c'est que l'Iran est le premier exportateur mondial de safran et la 2e pour le pistache, après les États-Unis et la Californie. Quoi, c'est à toi. Oui, avant que je rentre dans la population, dans l'article que Farid a parlé, moi, j'habite à Téhéran, j'habitais à Téhéran. Et alors, je pense que Farid parlait aussi. Et moi, parce que ma conjointe aussi, elle s'appelle Barlet. La conjointe de Farid aussi, elle s'appelle Barlet. Et moi et ma conjointe aussi, on habitait à Téhéran. Il y a une montagne pleine de neige à Téhéran. Plein. En hiver, si vous voyez une image, c'est plein de neige. Donc, cette montagne pleine de neige, jusqu'à un désert, tout vide de vie, ça prend 1h30 à 2 heures de conduire. C'est pour ça que l'Iran est un pays vraiment 4 saisons. On trouve tous les éléments géographiques et sa surface est presque la même grandeur que Québec. Ouais. La surface est presque la même grandeur. C'est
C'est l'œuvre de Jean-Luc qui a mentionné, qui a ajouté ça. Oui, dans le fond, l'Iran est un peu plus grand que Québec. La population est environ 10 fois plus que Québec. Alors, on parle d'un pays beaucoup plus dense au niveau population. On parle de 90 millions à peu près, plus ou moins. Et 4 à 7 millions de diaspora comme nous autres. La diaspora iranienne, je dois mentionner, et il y a très peu de réfugiés. Malgré la guerre, même avec la guerre actuelle, il y a très peu d'Iraniens qui ont fui du pays. Les diasporas iraniennes sont plutôt les étudiants, les personnes éduquées. Alors, avec une recherche que ma conjointe avait faite, la moyenne d'éducation dans la diaspora iranienne, c'est maîtrise. Alors, ça fait mal un peu au pays aussi parce que ce sont 4 à 7 millions de personnes qui peuvent vraiment servir le pays, qui ont quitté à cause de plusieurs raisons qu'on va voir bientôt. OK. Dans le fond, si on parle de la langue officielle, c'est perse. Mais il y a d'autres langues aussi. Azeri ou turc iranien. Ma conjointe parlait azeri, turc. Elle est née à Téhéran, mais ses parents sont azeris. Kourde, les Kourdes, avec toutes les histoires que vous entendez des Kourdes, il y a encore des Kourdes en Iran aussi. Loli, moi je suis Lol. C'est très particulier, Lol. Mazandaranian, Gilaki, qu'on parlait, l'autre parlait. Et arabe, on n'a pas. Il y a une communauté arabe au sud-ouest de l'Iran. Et Balouches sont plutôt sud-est. Et on a écrit ça ici. Oui. D'enfant, Iran, Farsi, mais juste pour vous voir, pour que vous voyez, Canada, ça s'écrit comme ça en perse. Le fait que la langue officielle est perse, c'est un élément très très important. Je pense qu'on va pas en parler, alors je le mentionne maintenant. Vous êtes tous québécoises, et vous savez l'importance de la langue. Vous battez pour garder la langue française ici au Québec depuis longtemps. Alors la perse aussi pour nous, c'est presque pareil. Alors que depuis l'arrivée d'Islam, on va en parler, et pendant presque 1200, jusqu'à la dynastie Pahlavi, Shah, que vous connaissez probablement, les gouvernements, les États qui gouvernaient l'Iran n'étaient pas perses, mais la langue officielle du pays est restée perse, malgré presque 6 ans d'occupation des Arabes, et 6 siècles d'occupation des Arabes et 8 siècles d'occupation des Mongols et des Turcs. La langue officielle est restée perse tout au long de cette période-là. Ça, c'est un élément très important pour qu'une nation reste vivante. C'est pour ça c'est pour ça que moi, je félicite tout le temps les Québécois, Québécoises, parce que ça fait partie de votre vie et c'est très, très, d'après moi, c'est très apprécié. Ok, comme Farid a mentionné, l'Iran est l'un des berceaux de la civilisation. On parle de milliers d'années, mais ça dépend un peu de l'interprétation du mot civilisation. Mais si on s'entend que civilisation, c'est lorsque l'être humain a décidé de rester dans une place et se fait des maisons pour arrêter de se déplacer d'une saison à l'autre. Si on parle de ça en termes de civilisation, on a des endroits en Iran dont la civilisation date de presque 6000 années avant la naissance de Jésus. Le plus ancien qu'on a trouvé, ça se trouve à côté, au sud de Téhéran, à côté d'une ville qui s'appelle Kashan, les Tapestiers, on l'appelle.
qui date de presque 6000 années avant la naissance de Jésus. On a trouvé des signes de la civilisation là-dessus. Mais, si tout passe, Farid, s'il vous plaît. Oui, mais il y a des autres endroits comme Sistan au sud-est du pays. Au sud-est du pays, maintenant, c'est un désert. C'est difficile à vivre là, mais à l'époque, il n'était pas nécessairement comme ça. Alors, on trouve beaucoup de signes de civilisation là-bas. Donc, 4000, 5000, beaucoup. Il y a beaucoup de sites d'archéologie, on dit, oui. Surtout au sud-est de l'Iran. Ok, on rentre petit en petit dans le timeline de l'histoire. Moi, j'essaie vraiment de ne pas rentrer dans les détails parce que, comme Farid a mentionné, ça ne va pas finir ce soir, c'est certain. Alors, je vais juste essayer de vous créer une timeline de l'histoire, juste pour vous donner une petite image, une idée, pour que, après, si vous voyez certaines informations ailleurs, vous êtes déjà prêts, vous avez déjà une base et ça va vous aider. Le premier empire qui est connu, c'est l'empire hachéménide. Ça ne veut pas dire que c'est le premier État en Iran. Par exemple, il y avait des Mad en Iran avant Hachéménide. Mais ce sont les premiers empires. C'est le premier État on peut dire vraiment, qui a occupé tout ce qu'on peut l'appeler Iran. Parce que même le mot Iran, c'est un peu, ça dépend comment vous le définir. Surtout à l'époque, il n'y avait pas de frontières claires comme maintenant. Alors, le premier empire, c'est les Hachéménides, 505 ans avant naissance de Jésus. L'importance avec les Hachéménides, c'est qui le plus important chez les Hachéménides? Qui c'est? Le roi, le très connu chez les Hachéménides, qui le connaît? Personne. Merci. Alors Jean-Luc avait le droit. Darius. Oui, si vous connaissez Darius, alors vous devez connaître Cyrus aussi. Cyrus est plus important que Darius. Darius aussi est très très important, mais Cyrus, c'est le Cyrus de Grec, le Cyrus de Guérin, Grec Cyrus, que son char de roi humain est très connu et maintenant on le garde dans les grands musées. Et c'est le premier char de roi humain dans l'histoire. Ainsi qu'il est connu parce que son nom se trouve dans la Bible, parce que lui, il a libéré la communauté israélienne lorsqu'il était comme des esclaves au sud de l'Irak actuel. Cyrus a libéré la communauté israélienne. On passe un peu plus vite. Après ça, ça va être les Parthes. Ça aussi était un grand empire. Et après, c'est les Sassanides. Au fil de ces deux empires, ces deux dynasties, presque 2 siècles, un siècle et demi, c'est les guerres entre l'empire iranien et l'empire romain. Probablement, vous avez entendu beaucoup de ça. C'est au fil de ces deux empires. Et à cette époque-là, les deux empires, empire iranien et empire romain, ils divisaient le monde de l'époque entre eux. Oui, certainement, le pays était beaucoup plus grand qu'actuellement. Alors, vous voyez, c'est à l'époque de Cyrus. Alors, on rentre même dans une partie d'Europe. Vous voyez, ici, on est en Europe. Et ici, on est au nord d'Afrique, Égypte. Et ici, on dépasse même l'Afghanistan et on partit d'Inde un peu. Alors, l'Empire était beaucoup plus grand. On passe. Oui, ça, c'est l'un des sites archéologiques de l'Iran. Mais maintenant, ça se trouve en Irak. Ok, peut-être la première invasion vers l'Iran, la grande invasion, après, si on considère la Hachéménide comme le début de l'histoire écrite, la première invasion, c'est l'Alexandre de Guérin,
qui a occupé presque partout le monde à l'époque. Alors, il a réussi à battre l'empire achéménide en Iran aussi, et il a occupé l'Iran. Quand même, il y avait une fusion culturelle à ce moment-là entre la culture iranienne et la culture hellénistique. Ok, le point probablement le plus important de l'histoire de notre pays, c'est l'arrivée de l'islam, 633 à 651. Enfin, ça, c'est la période que les musulmans sont entrés dans le pays. Ça a pris 2 siècles parce que les Iraniens ils résistaient d'abord. Les troupes arabes ont bénéficié de la faiblesse générale de l'empire sassanide qui était en place à ce moment-là. Alors ils ont réussi à battre l'Iran et ils ont rentré. Oui, après 2 siècles, les Iraniens ont arrêté de résister, ils ont accepté l'islam, mais il y a un point très important ici. Ils n'ont pas accepté la culture arabe. Parce que où là les musulmans entraient, autre la religion, ils changeaient la culture aussi, la langue aussi. Les majorités de pays que vous voyez maintenant, vous les connaissez comme les pays arabes, ils n'étaient pas arabes avant l'islam. La Syrie, les pays d'Afrique du Nord comme Maroc, Algérie, Égypte, Yémen est au Golfe Persique, au sud de l'Arabie Saoudite. Yémen est arabe, désolé. Comme Liban, comme les pays du Proche-Orient, ils n'étaient pas arabes. Ils sont devenus arabes après l'arrivée de l'islam. Mais ce développement-là, ce processus-là est arrêté aux frontières d'Iran. Donc, à partir de l'Iran, si vous allez vers l'Est, les gens sont encore musulmans, mais pas plus arabes. L'Iran, Afghanistan, Pakistan, Inde, ça se trouve beaucoup de musulmans dans ces pays-là. Turkménistan, les pays d'Asie du centre, sont tous des pays musulmans, mais pas plus arabes. Parce que le développement de la culture arabe et la langue arabe s'est arrêté aux frontières d'Iran. C'est à cause de la culture riche et la langue perse, c'était un peu différent la langue à cette époque-là. On ne peut pas dire que c'est la même langue, mais ça fait partie de la famille de la langue iranienne. Alors, les Iraniens, alors qu'ils ont accepté l'islam, mais ils sont restés iraniens et ils ont continué à parler en perse. Troisième invasion, moi j'ai sauté presque, je pense, 6 siècles, parce qu'on ne peut pas vraiment aller plus dans le détail. C'est les invasions des Mongols. La communauté mongole, probablement, maintenant, sont en mode silencieux, vous l'entendez jamais, des Mongols. C'est un petit coin au centre d'Asie, mais à l'époque, c'était pas comme ça du tout. Ils ont occupé presque toute la moitié du monde à cette époque-là. Même la moitié d'Europe, ils ont occupé. Et ils étaient imbattables vraiment pendant 2-3 siècles. Alors, l'Iran aussi n'a pas réussi à résister contre. Pourquoi j'ai mentionné ça? Je n'ai pas dépassé cette ligne-là, parce que ici, j'ai écrit quelque chose qui est très important. Parce qu'ils ont tué plus de la moitié de la population iranienne et ils ont brûlé les villes, etc. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le développement d'Iran a été arrêté par rapport d'Occident. Avant ça, parce que vous connaissez la période d'or d'Iran pendant le Moyen-Âge en Europe, ici à l'Est, on avait une période d'or selon la science, le développement scientifique, social, etc. Mais de toute façon, chaque ville, par exemple, avait une bibliothèque et 10 à 15 personnes qui pourraient lire scientifique, par exemple. Lorsqu'une armée arrive et brûle toutes les bibliothèques et tous les scientifiques, la prochaine génération n'a rien pour se référer. Alors ça fait un écart important entre les générations et ça fait en sorte que le pays reste en silence pendant des siècles. Et c'est le même siècle qu'à l'autre côté du monde,
à l'Occident, on parle de Renaissance, on parle de, un peu plus tard, la révolution industrielle, etc. Alors, ça fait un écart aussi grand que vous voyez actuellement. Les Safavides aussi, je voulais juste mentionner, mais je passe rapidement. Les Safavides, c'est après les invasions mongoles, peut-être on pourrait perdre notre indépendance du pays, mais c'est grâce à Safavides qu'ils ont réussi, surtout ils ont réussi à résister devant l'Empire osmanite qui voulait unifier tout le monde d'islam. C'est encore une fois, l'islam s'est arrêté, son développement culturel et politique est arrêté aux frontières d'Iran. Et ils n'ont pas réussi grâce à Safavides. Alors, c'est depuis Safavides que l'Iran est le pays actuel que vous voyez et la souveraineté de l'Iran est restée en place. Dans la liste des Nations Unies, l'Iran fait partie des pays que devant son nom, il n'y a pas une date d'indépendance. Pourquoi? Parce qu'il était toujours indépendant. C'est grâce aux Safavides. Ça, c'est le mosquée rose. C'est encore grâce à mon ami Jean qu'on voit, parce que ça s'appelle mosquée rose à cause des fenêtres colorées. Ok, on rapproche un peu à nos jours actuels avec la révolution monarchie constitutionnelle en 1905. Au 19e siècle, à peu près, de toute façon, les Iraniens, il y en avait des Iraniens qui ont commencé à penser pourquoi l'Occident est avancé tellement, nous autres non. Et ça, c'est quelque chose, c'est une période qui est connue pour tous les pays d'Est à cette époque-là. C'est pas juste l'Iran. Alors, les Iraniens aussi ont pensé que peut-être c'est parce que nous avons une monarchie absolue, qu'une seule personne pour donner tous les ordres. Alors, c'est pour ça qu'on a eu la révolution monarchie constitutionnelle en 1905. Majlis, ça veut dire parlement. On a créé un parlement, mais ça a pris du temps pour que ça s'établisse. Et qu'est-ce qui s'est passé après, on va voir. Mais c'était le début. C'est la dynastie Pahlavi, la dernière dynastie monarchique d'Iran. Moi, depuis que je suis au Québec ou à Québec, ça m'arrive souvent, les gens qui sont un peu plus âgés comme moi, que aussitôt que je dis je suis iranien, ils disent « Ah, moi je me rappelle de Shah qui évolue ici. » Oui, c'est lui. Oui, dans la dynastie Pahlavi qui est établie en 1925, c'est le père Reza et le fils Mohammad Reza. Ils ont créé un développement massif et rapide au pays. Et il y en a qui pensent que le développement était trop rapide. Il y avait certains problèmes au niveau des droits humains et au niveau développement politique. Mais c'est la réalité que c'est grâce à cette dynastie-là que l'Iran est rentré dans la vie moderne et a réussi à diminuer un peu l'écart dont j'ai parlé tantôt avec les pays occidentaux. Mais les Iraniens ont pensé que, ok, il y a certains problèmes au niveau des droits humains et développement politique, c'était les lois de monarchie constitutionnelle, les constitutions n'étaient pas toujours respectées, c'est le Shah qui décidait les dernières années pour tous, pour toutes les questions. Alors, il voulait changer quelque chose, justement, faire certaines réformes, les Iraniens, mais malheureusement, d'enfants, un groupe, on ne peut pas dire un groupe, un parti religieux est embarqué dans ce mouvement qui était plutôt un mouvement réformiste, et ça fait en sorte que ce mouvement réformiste est devenu une révolution, d'après moi, et la majorité des Iraniens, malheureusement, a réussi en 1979.
Pour moi, la révolution islamique, c'est une erreur historique et cumulative et nationale. Je ne peux pas pointer quelqu'un pour dire que c'est ta faute. C'était la faute, d'après moi, tout le monde, tous les Iraniens. Un peu les pays occidentaux aussi. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui mettent tout sur l'épaule de, par exemple, M. Carter ou les Américains. Non. D'après moi, on doit accepter que c'était notre erreur nationale. Oui, certaines politiques que surtout les États-Unis ont pris à cette époque-là a aidé de renverser la situation et virer la direction du mouvement vers une mauvaise direction. Fin de 2500 ans de monarchie, dictature religieuse islamique chiite. J'en ai pas parlé parce que je pense que vous le savez presque toutes et tous. Chiites et sunnites sont deux branches principales d'islam. Ça, c'est une dictature religieuse islamique chiite, violente, trop exécution, alors qu'avant la réussite de la révolution, M. Khomeini, à Paris, il parlait de la démocratie, tout le monde va avoir les droits femmes, etc. Mais dès le premier jour, ils ont commencé à réprimer et à tuer et surtout à exécuter. Nous, on peut appeler ce régime-là la République d'exécution. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec eux, pourquoi ils adorent tellement ce mot-là. Ils règlent tous les problèmes du pays avec un corps qu'on envoie autour du cou de quelqu'un, on le tire. Fini. Plus de 100 000 Iraniens ont été exécutés depuis 47 ans. Alors si des fois on dit que notre ennemi à l'intérieur du pays, les chiffres aussi nous aident. Plus de 100 000 Iraniens sont exécutés depuis l'arrivée de la République islamique. Freine le développement du pays s'il y a des signes de modernisme. Parce que si vous rentrez au pays maintenant, c'est pas. Il y a une vie moderne, vous allez voir, des fois même vous allez être étonné. Mais la majorité de ce modernisme qu'on voit à l'intérieur du pays sont faits avant la révolution. Au moins, leur base est établie avant la révolution. Mais le développement industriel et le développement économique du pays a été freiné avec la révolution. Guerre en Iran, entre Iran et Irak, je passe rapidement, juste à mentionner que cette guerre-là a aidé beaucoup la République islamique à établir ses racines dans le pays. Grâce à la guerre. On ne peut pas comparer avec aujourd'hui, mais cette guerre-là était très différente. Grâce à cette guerre, pendant que la population iranienne pensait à la guerre, ils étaient en train, à l'intérieur du pays, en train d'établir leurs racines dans tous les instituts du pays. Alors après la guerre, on s'est réveillé et on a vu que on ne peut plus rien faire. Tout est déjà pris par Ayatollah Khomeini et ses alliés et ses entourages. Et après Ayatollah Khomeini qui l'a succédé. Ok, j'ajoute un peu, l'année passée, 80% du nombre des exécutions partout dans le monde étaient en Iran. 1600 personnes en 2020. 1600 exécutions. Ok, on aborde ici l'un des sujets sociaux les plus importants de ce soir, les droits des femmes. Les droits des femmes en Iran est toujours un enjeu vital pour les femmes, même pour les hommes. Mais on parle de quoi? Quand on dit les droits des femmes, qu'est-ce que c'est-à-dire? Je vous invite d'écouter une vidéo très courte.
Ok. On est arrivé au nom que probablement vous avez entendu, Mahsa Amini. Pourquoi on a mentionné ça? Parce qu'on a entendu tantôt les filles iraniennes qui dansaient, alors que la danse est interdite pour les femmes en Iran. Et pour les hommes aussi, c'est pas libre, mais c'est moins restrict, mais pour les femmes, c'est interdit complètement. Mais vous avez vu quand même les femmes iraniennes qui dansaient malgré ça. Je dois mentionner une chose. Depuis 47 ans, si la République islamique est allée vers là, la population iranienne est allée vers là, dans une direction complètement différente. Ils ont interdit la musique, on a joué beaucoup de musique. Ils ont interdit la danse, on a dansé autant possible. Ils ont même interdit la chaise, imagine, échec. On a joué assez de choses. Alors, c'est pour ça que je pense que vous soyez d'accord avec moi, l'image de la communauté iranienne ne reflète pas leur gouvernement. C'est pas la même chose. On s'est dit, alors pourquoi ça marche pas? Ces gens-là ne peuvent pas être comme ceux qu'on voit dans le gouvernement. Oui, c'est vrai, parce que c'est une résistance culturelle, parce qu'on n'a pas réussi. La même chose que j'ai mentionné à l'arrivée de l'islam, si vous vous rappelez tantôt, qu'on n'a pas réussi à faire sortir les musulmans, mais on a réussi à garder notre culture à l'époque, à l'arrivée de l'islam il y a 14 siècles. C'est la même chose, c'est la même communauté. Alors oui, on n'a pas, à date au monde, on n'a pas réussi malheureusement à libérer notre pays, mais on essaie de garder notre culture qui est différente avec ce que ce régime-là vous montrait au monde. Alors, plus que le régime vous nous imposer sa culture, plus on évite et on a cherché notre culture à nous. Alors, l'une de ces affaires-là, c'est les droits des femmes. On va mentionner tantôt. Farid, est-ce que je suis très en retard? Un peu. Parce que, quand même, aujourd'hui, les animateurs sont un peu généreux avec moi. Habituellement, c'est pas comme ça. On va mentionner les droits des femmes qui manquent en Iran. Mais l'une des droits des femmes, vous savez tous et toutes probablement, c'est l'hijab obligatoire. Alors que les femmes n'ont pas accepté du tout. Ils ont commencé à tirer un peu leur voile, et un peu poulouse, et un peu poulouse, et un peu poulouse. C'est une sorte de résistance. Et à un moment donné, il y en a qui l'ont enlevé, etc. Mais alors le régime a renforcé la répression envers les femmes. La police de Morse, ils ont établi la police de Morse. La police de Morse est venue dans la rue pour arrêter les filles et les femmes qui n'avaient pas leur job comme il faut. Alors l'une des filles était Mahsa Amini. Après 4 ans encore, lorsque j'entends son nom, ça me touche. Elle, c'est une jeune fille kurde, j'avais déjà mentionné qu'on a un comité kurde, qui est venue à Téhéran avec sa famille pour aller à un hôpital. Et vous voyez que son hijab n'est pas si pire que ça, mais juste un peu, il a tiré son voile. Alors il l'en arrête, la police de Morse, et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans leur van. Et tout de suite après, on trouve la fille dans un hôpital en état comateux. Et 3 jours plus tard, la fille décède. Et le régime ignore toutes les histoires qui ont dit qu'ils l'ont frappée. C'est sûr que le régime ignore, mais c'est une jeune fille, elle ne peut pas mourir juste parce qu'elle est morte. Alors, son meurtre d'enfant a déclenché le mouvement le plus grand jusqu'à cette époque-là, à l'intérieur d'Iran, contre le régime islamique, on l'appelle quoi? Qui c'est le nom du mouvement? En français?
le mouvement Femmes Vie Liberté. Fouad parle de l'hijab des femmes en Iran, mais c'était comment avant la révolution islamique, avant la révolution 1978, c'était comment porter le hijab en Iran. Je vous invite d'écouter cette vidéo. در دوره شاهنشاهی پهلوی از جوامع پیشرو در حوزه زنان بود. ایران در این دوره از معدود نمونه‌های تاریخ معاصر جهان است که حقوق زنان بدون مبارزه‌های رایج فمینیستی و با اراده حکومت به دست می‌آید. میزان حضور زنان در جامعه و گسترش سریع آزادی‌های اجتماعی به گونه‌ای بود که تصور اجباری شدن حجاب در آینده سخت به نظر می‌آمد. الله خمینی نیز در دوران حضورش در فرانسه برخلاف دوران اقامتش در قم قصد خود برای اجباری کردن حجاب را آشکار نکرد. حدود 1 ماه از پیروزی انقلاب که گذشت، موضع رهبر انقلاب اسلامی درباره پوشش زنان عوض شد. او در یک سخنرانی تند با انتقاد از کمکاری دولت موقت برای حجاب گفت: در وزارتخانه‌های اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زنهای لخت بیایند. اما خیلی زود مقاومت‌هایی در مقابل آن صورت گرفت. شماری از زنان شاغل در اداره‌های دولتی در اعتراض به حجاب اجباری به خیابان‌ها آمدند. در تاریخ 17 اسفند 1357 و همزمان با روز جهانی زن، تظاهرات پرشماری از سوی زنان مخالف حجاب اجباری به راه افتاد. معترضان محدود به کارمندان اداره نبودند و برخی زنان با حجاب نیز به اجباری شدن حجاب اعتراض کردند. Nous avons lutté avec le voile et sans voile pour notre liberté et pour celle du peuple. Et si Khomeini continue ainsi, moi qui suis une vraie musulmane, je quitterai ma religion. همزمان با تجمعات زنان مخالف حجاب، موافقان حجاب اجباری هم راهپیمایی کردند. در برخی نقاط مرکزی تهران برخوردها و درگیری‌هایی میان موافقان و مخالفان حجاب اجباری به وجود آمد. حدود 1 ماه بعد و در جریان برگزاری همه‌پرسی جمهوری اسلامی، صف زنان از مردان جدا شد. از شرعیت ایران را سفال کنند، این دیگری هم که مردان بود به طور بسیار زیادی از فعالیت انداختند. خمینی در ظاهر از استفاده از نشانها و آرم نظام شاهنشاهی در اداره‌ها انتقاد کرد و 10 روز فرصت داد که ادارات اسلامی شوند. زنان با پوشیدن لباس سیاه در محل کار خود حاضر شدند و به این شیوه اعتراض خود را بیان کردند. این زنان سیاه‌پوش هم خیلی زود سرکوب شدند. از این دوره حجاب برای زنان شاغل اجباری شد. قدم آخر اجباری شدن حجاب ارائه الگوی مطلوب جمهوری اسلامی برای پوشش بود. دستگاه‌های تبلیغاتی با تاکید بر پوشش چادر اعلام کردند در صورت عدم استفاده از چادر، زنان باید روپوش‌های ساده و بلند بپوشند، جوراب ضخیم به پا داشته باشند و روسری به سر کنند. حجاب در ایران اجباری شد. چند سال بعد و در سال 1363 قانون مجازات اسلامی در مجلس تهیه و برای عدم رعایت حجاب اسلامی مجازات تعیین شد. حالا بیش از 4 دهه است مخالفت با حجاب اجباری خواسته‌ای پرهزینه. C'est l'une des premières filles qui a enlevé son voile et est allée sur un petit banc à Téhéran pour... c'est avant, un an et demi j'imagine, avant le mort de Mahsa Amini. C'est devenu comme un symbole.
Chapeau pour les femmes iraniennes. Oh, c'est à toi. Ok, c'est quoi qu'on manque en termes de droits des femmes en Iran? Droit de voyager à l'étranger ou quitter le pays. Je lis juste les titres pour économiser un peu de temps. Droit à la garde des enfants, ça c'est n'importe quoi. Si l'homme décède, un homme qui a une femme et un enfant, si l'homme décède, c'est pas la mère qui a le droit de garder l'enfant, c'est son grand-père paternel. Et même séparés. Même s'ils sont séparés. Mariage sans l'autorisation du père, impossible, indemnité d'Iran. Parce que vous savez, indemnité, c'est si par exemple dans un accident auto, quelqu'un mort, il y a une indemnité, on paye aux familles par exemple, au moins pour combler un peu la fin. Mais si la victime est femme, on paye la moitié. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Résident impossible, port de genre obligatoire, activités telles que chanter, faire du vélo, même c'est encore interdit, mais les filles font la CP. Ils n'écoutent pas. Conduire une moto, récemment le régime a été obligé de reculer sur le conduire de moto, danser comme j'ai déjà mentionné. Part de l'héritage, aussi la même chose que pour l'indemnité, l'héritage aussi pour la femme et la moitié que l'homme. La semaine passée, je faisais la même conférence dans une école secondaire à Lévis, et une fille québécoise, qui était très très étonnée et choquée lorsque j'ai dit que le vélo est interdit. Et je lui ai dit, si tu es choqué d'entendre ces nouvelles-là, c'est parce que tu es très, très, très chanceuse. Pendant le mouvement Femmes et Liberté, plusieurs manifestations, plusieurs rassemblements, plusieurs marches avaient lieu partout dans le monde. Même ici à Québec, on avait 5 ou 6 fois de manifestations juste pour respecter les droits des femmes. En Iran aussi. Et on arrive en janvier 2026. Ok, le mouvement, on l'appelle la Révolution Femmes et Liberté, a été éprimé et, avec la répression du régime, plusieurs morts, plusieurs exécutions encore. C'est la seule manière que le régime connaît pour régler ces problèmes, exécution. Alors, la Révolution Femmes et Liberté a diminué petit en petit au fil des 2 dernières années. Alors, le pays était un peu calme en 2025, mais à la fin de 2025, on a eu une guerre de 12 jours en juin 2025, mais au niveau social, le pays était pas mal calme. Mais à la fin de 2025, enfin, les 2 derniers jours de 2025, c'est pour ça qu'on l'appelle plutôt la révolution de 2026. Ça a commencé le 28 décembre 2025, j'imagine. Qui a une autre révolution, un autre mouvement qui a commencé cette fois-ci au niveau économique. Dans le grand bazar de Téhéran, ça a commencé. C'est un point important parce qu'auparavant, le bazar était considéré comme un allié du régime, mais maintenant c'est le bazar qui s'est élevé. Juste mentionner un point. Au premier jour de la révolution islamique, en 1979, on aurait dû payer 70 monnaies iraniennes pour acheter un seul dollar. 70 monnaies iraniennes pour acheter $1. À la fin 2025, au début de cette révolution, ce chiffre-là est arrivé à 1 450 000 monnaies iraniennes pour acheter un seul dollar. Alors, ça peut nous montrer comment ça pouvait vraiment presser la vie
d'un peuple. Alors ça, c'était l'élément déclenchant de cette révolution. Mais encore une fois, comme la révolution Femmes-Liberté, la révolution Femmes-Liberté aussi n'est pas restée justement sur les droits femmes. Ça a commencé par les droits femmes, mais c'est devenu une révolution pour changer, renverser le régime. Cette fois-ci aussi la même chose, sauf que la réponse du régime n'était pas comme la dernière fois. Oui, le 5 janvier 2026, l'Office de dernier choix d'Iran, M. Reza Pahlavi, qui est le plus populaire probablement. On n'a pas, je dis probablement justement parce que si vous me demandez c'est quoi ta source, je n'ai pas de source. Et de ce qu'on voit autour de nous, c'est le plus populaire actuellement. Il a fait un appel pour descendre dans la rue aux Iraniens. Le 5 janvier, il a fait l'appel pour descendre dans la rue le 7 et le 8 et le 9 janvier. Alors le 8 et le 9 janvier, les Iraniens sont rendus dans la rue, sont descendus dans la rue. Le mouvement le plus grand, beaucoup plus grand que la révolution Femmes-Liberté. Des milliers et milliers, des centaines de milliers d'Iraniens dans la rue, presque partout dans le pays, partout. Mais on dit qu'apparemment le régime était déjà prêt. Ils ont mis des fusils d'assaut dans la rue et ils ont tiré ils ont ouvert la feu vers la population non armée. Et il y a plusieurs chiffres. Si vous entendez des différents chiffres, ne soyez pas étonnés parce que le pays est bloqué, le pays est fermé. Lorsque l'autre bord de cette salon est fermé, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe, on peut juste deviner. Alors, c'est pour ça qu'il y a des différents chiffres. On parle de 20 000, on parle de 30 000, on parle de 40 000 personnes tuées en seulement 2 jours. Comme Jean-Luc a mentionné, c'est même plus de civils tués pendant 4 ans de guerre d'Ukraine. On a voulu ici, comme diaspora à Québec, on a vécu vraiment. On n'a pas eu de vie, on n'a pas encore. On ne peut pas dormir. Chaque jour, chaque moment, on regarde notre cellulaire ou notre vidéo qui monte, qui vient. Des cadavres par terre, des stacks. Un père qui cherche son fils, ça a été très très connu cette vidéo-là. Une mère qui. C'était vraiment dévastatrice, même au niveau psychologique pour nous autres, c'est intolérable. Alors, ils ont réussi, on peut dire, que réprimer ce mouvement-là aussi en tuant presque 40 000. C'est très difficile à demander les gens de descendre encore dans la rue lorsqu'on ne sait pas s'ils retournent à la maison. Alors, c'est sûr que le mouvement a été arrêté. Je veux ici parler un peu de drapeau. Tantôt, on a chanté la musique à Iran. Pour nous, c'était la première fois qu'on l'a entendu en français. C'était un peu... Merci beaucoup ce qu'il a fait. Mais parce que nous, la majorité des Iraniens qui sont contre ce régime-là, on prend plus son drapeau dans la main et on chante plus son hymne national. Alors, ça, ce que vous avez entendu, c'est quelque chose qu'on a remplacé, ce que vous avez entendu chanter tantôt au bout de l'événement. C'est une chanson, c'est une ancienne chanson, je pense qu'il y a 60 ans à peu près, si je ne me trompe pas. De façon non officielle, les Iraniens l'ont choisi comme leur hymne national. Alors, la majorité des événements, habituellement, on commence par cette hymne-là, mais c'était la première fois qu'on l'a entendu en français, ainsi que le drapeau. Alors, le drapeau est un peu même plus important. Si vous voyez une marche avec ce drapeau-là, c'est parce qu'ils sont des pro-régime. Évitez, ok? Mais si vous voyez, on marche avec ce drapeau, c'est nous autres. Et maintenant, la majorité des Iraniens, c'est ça. Ok? Pour nous, ça, c'est comme une insulte. Pour 2 raisons. Parce que ça nous démontre
47 ans de répression, des exécutions, des tueries, etc. Deuxièmement, comme j'ai déjà mentionné, nous de nos fiertés, c'est la langue perse. On s'est battu pendant 15 siècles à peu près pour la garder, malgré tout ce qui est arrivé. Alors que dans le drapeau de la République islamique, tous ces mots que vous voyez ici sont en arabe. Je ne sais pas s'il y a un autre pays dans son drapeau, on écrit dans une langue autre que sa langue officielle. C'est impossible. Alors, officiellement, ça ne peut pas être notre drapeau. Alors, c'est le drapeau d'Iran avant la révolution. On l'appelle Lion Soleil, Shiro Khoshi, si vous l'entendez. C'est ça qu'on le prend dans nos mains. Désolé que je parle trop. Ok. Quand on cherche sur l'Internet, on trouve différents chiffres à propos du mouvement international 2026. Ford a expliqué pourquoi. Le régime islamique a coupé complètement l'Internet. Aucun accès pour faire une enquête indépendante. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on trouve différents chiffres. Par exemple, International Center of Human Rights a mentionné 43 000 de morts. The Guardian a dit 30 000. Autre source a dit plus que 50 000. Mais peu importe les chiffres exacts, ce n'est pas vraiment important. Ce qui est tellement clair, c'est les personnes qui ont été tuées dans les rues. C'est un massacre. C'est un massacre assez grand. C'est un holocauste en 2026. Holocauste moderne, je parle. J'imagine son message est assez clair et bien transmis. Si vous avez des enjeux, n'hésitez pas. Mettez-vous dans la peau d'un père qui ouvre le 10-15 sacs, le zipper de 10-15 sacs pour voir si finalement il peut trouver son fils. Je ne sais pas comment on peut vraiment expliquer cette douleur-là. Et pour nous aussi, à l'autre côté de la planète, était quand même assez difficile. Ok, mais pourquoi moi, Ford et l'autre militant iranien, on parle fort de l'Iran. On essaye de voir des peuples en Iran. Pourquoi on refuse de rester calme? La réponse est claire. Je vous invite à écouter cette vidéo. C'est juste 2 minutes, mais ça va expliquer pourquoi. Let's play the video. Laughter is powerful. For a moment, it makes us feel free. And freedom feels simple when you're surrounded by it. But freedom is not simple everywhere. There is a country filled with young dreamers, students, artists, daughters and sons, people who love to laugh, just like we do. When they asked for something simple, a voice, a choice, a future, they were met with force, live ammunition against unarmed young people. During the demonstrations in Iran, we were seeing that videos were circulating online, but then the amount of footage slowed to a trickle because of an internet blackout that was imposed in Iran. We verified videos of security forces firing at protesters in at least 19 cities across Iran. Some were 16 years old, some were 19. Thousands never made it home. These are only a few of young lives we should have watched grow old. And when your homeland hurts like that, you don't leave it behind.
You carry it with you across oceans, across borders, into rooms like this. Freedom is not a punchline. Oui, exactement, parce que freedom is not a punchline. Ça fait 50 jours que l'Internet en Iran était complètement coupé. Chaque matin, je me réveille et la première chose que je fais, c'est que je dois regarder mon cellulaire. Est-ce que j'ai un appel de l'Iran? Est-ce que j'ai un message de l'Iran? Qu'est-ce qui se passe dans les médias? Quoi de neuf? Mais c'est rien pour nous, c'est rien. Ça fait des jours que je me pose cette question. Est-ce que je pourrais un jour est-ce que je pourrais un jour revoir ma mère? Est-ce que je pourrais un jour revoir ma famille, mes amis proches? Oh non, qui sait? Mais on va continuer. Oui, nous, on n'était pas si émotifs que ça. Des fois, pour les hommes, c'est un peu. Mais la semaine passée, dans l'école dont j'ai mentionné, moi aussi j'ai pleuré. Difficile. Écoutez, nous, on habite à Québec, au Québec. Québec, pour nous, c'est notre maison. C'est très, très, très important. On l'adore. Moi, surtout moi et ma conjointe, on est tombés en amour avec Québec, la ville de Québec. Je pense que même si tout change en Iran, nous, on reste ici. L'avenir de notre garçon est là. Mais quand j'ai mentionné vous, l'Iran est notre mère, c'est différent avec la maison. Chaque fois qu'on entend son nom, c'est ça qui arrive. Un homme qui ne peut pas rester silencieux. Alors, c'est pour ça. On a une autre vidéo. Oui, on a une petite vidéo après. Oui. Peut-être maintenant, avant qu'on rentre dans la vidéo, parce que je ne veux pas parler si pour la guerre ou contre la guerre. Ça, c'est très difficile à dire, vraiment. Mais vous savez tous qu'il y a un sentiment pour la guerre aussi dans la communauté iranienne, plus ou moins. Il y en a qui sont pour la guerre. Peut-être avant ce soir, ça vous étonnait tellement comment quelqu'un peut être pour la guerre contre son propre pays. Nous ne sommes pas pour la guerre contre notre propre pays. C'est fou. Nous ne sommes pas fous. On ne veut pas voir notre pays. La semaine passée, ils ont bombardé, par exemple, si la maison de ma mère est là, ils ont bombardé 2 coins plus longs. Alors c'est sûr et certain que moi, j'aime pas voir mon pays bombardé. Mais avec ce que vous avez vu ce soir, peut-être vous pouvez un peu au moins commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe dans les têtes des Iraniens si ils se disent au moins pour une guerre limitée qui puisse éliminer ce cancer-là. Pour nous, la guerre est comme ça. On pense que c'est un cancer pour lequel on a déjà essayé tous les médicaments Péros. Il n'y a pas d'infos. J'ai parlé de termes un peu. Par la bouche, intraveineuse, toutes les manières non violentes, on a déjà essayé. Maintenant, c'est le temps de chirurgie parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et la chirurgie, il y a de douleurs avec, il y a des saignements avec, il y a un risque de mort même avec. On est tous conscients de ça. Même après la chirurgie, si la chirurgie est réussie, on est tous conscients que notre corps reste fragile comme une feuille d'automne contre toutes les maladies pendant des années. Mais c'est un cancer qui n'arrête pas de se développer et maintenant,
malheureusement, il ne nous reste pas d'autre choix qu'une chirurgie. Mais il y en a qui sont contre la guerre aussi pour leurs raisons. Moi, je ne me dis pas nécessairement pour la guerre ou contre la guerre, j'ai juste essayé d'expliquer si vous voyez quelqu'un qui est pour cette guerre-là, c'est à cause de ça. C'est pas pour rien. Et finalement, j'arrête de parler après. On change un peu l'ambiance avant que le monde commence à pleurer. C'est un point assez connu. Ça se trouve dans plusieurs établissements mondiaux, certains endroits en Nations-Unies aussi. C'est l'un des poètes le plus connu de l'Iran, Saadi, qui a fait ce poème-là, qui dit que l'être humain, les enfants d'Adam sont les parties d'un seul corps, étant issus de la même essence. Lorsqu'une de ces parties est atteinte et souffre, les autres ne peuvent trouver ni la paix ni le calme. Si la misère des autres te laisse indifférent et sans la moindre peine, alors il est impensable de t'appeler un être humain. C'est le Saadi en 1184. J'ai bien dit. Merci beaucoup, thank you so much. خیلی ممنون. Ça c'est un peu personnel. Merci de nous avoir